industrielle, car la loi de 24 ne s'appliquait pas aux produits agricoles. On vient de loin. On vient de loin. Bon, après, on a eu la loi de 1905, modifiée 1908, qui est une loi agrarienne, je souligne, et ce n'est pas une loi de protection des consommateurs, mais monsieur l'a dit. En réalité, c'est une loi d'organisation de l'agriculture, qui a été d'ailleurs voulue par les producteurs de lait et les producteurs de vin. Et c'était le premier système de délimitation des appellations d'origine, qui étaient des délimitations régionales, c'est-à-dire assez imparfaites. Et puis ensuite, on a eu la première définition de l'appellation d'origine par la loi du 6 mai 19, loi qu'on s'est précipité de prendre, de voter, de mettre en application. Pourquoi? Parce que cette loi allait permettre, dans le traité de Versailles et les traités subséquents, Trianon, Saint-Germain, etc., mettant fin à la guerre de 14, cette loi allait permettre d'introduire dans ces accords qui terminaient la guerre de 14-18, d'introduire la protection des appellations d'origine. Voilà, on était en train d'évoluer, mais c'était encore assez imprécis. Et puis, il y a eu le grand texte, qui est le décret-loi du 30 juillet 1935, qui aurait dû être ratifié, qui n'a pas été, le Conseil d'État le considère d'ailleurs comme un décret simple, mais peu importe, il n'a pas été contesté. Donc le décret-loi du 30 juillet 1935 a défini les appellations contrôlées et il a marqué la victoire. Alors je ménage les choses, mais je le dis, la victoire des propriétaires de vignobles contre les négociants. Le débat existait depuis longtemps. Le négoce disait, mais nous avons nos marques, c'est nous qui vendons le vin, et laissez-nous nous approvisionner dans la propriété, et nous allons vous faire des cuvées qui seront satisfaisantes sous nos marques. Et puis les grands propriétaires ont dit, ah non, pas du tout, vous allez vous approvisionner dans nos appellations d'origine et vous allez les respecter. Et ça a été donc le décret de loi de 1935 qui n'a concerné au départ que les vins et les eaux de vie appellations d'origine. Par ailleurs, à cette époque-là, on a voulu se protéger contre les importations. Vous comprenez que j'insiste aussi là-dessus, car nous avons changé de régime. Se protéger des importations par l'interdiction du coupage des vins étrangers. Je ne dis pas des pays tiers, parce que ça n'existait pas encore, si j'ose dire, des vins étrangers. Alors l'Algérie, la Tunisie et le Maroc étaient des vins qui étaient assimilés aux vins de France, et on leur a imposé un étiquetage spécifique pour que le consommateur se rende compte qu'il ne buvait pas un vin français. Donc la dimension des caractères du vin étranger devait apparaître à plus de 3 cm, etc. Ce qui veut dire qu'on était bien protégé aux frontières. Et puis est arrivé le marché commun. Traité de Rome, 57-58, et la politique agricole commune. Et ce qui est significatif, c'est que la politique agricole commune prévoyait précisément un régime spécifique pour le vin. Et le texte dit, les articles que je cite là, dit on ne pourra remplacer une organisation nationale de marché par une organisation communautaire que dans la mesure où l'organisation communautaire apporte les mêmes garanties. C'est ainsi que l'on trouvera dans les premiers règlements du 116-70 en 1970, on retrouvera le schéma de l'organisation du marché des vins de France. Ce n'est pas parce que les négociateurs étaient intelligents, c'est parce que c'était écrit dans le traité de Rome et que la France était le seul pays qui avait une organisation de marché. Et alors, bien entendu, on va trouver la protection contre ce qu'on appellera alors les vins des pays tiers, avec un prix de référence qui interdit d'importer dans la communauté des vins en dessous du prix qui a été le prix moyen à l'intérieur de la communauté. Donc pas de concurrence déloyale. Et puis, interdiction du coupage. Bon, on les identifie bien, comme on l'avait dans le droit national français d'ailleurs. Interdiction de mélanger. Même des vins de même pays ne pouvaient pas être mélangés entre eux. Et puis, pour l'exportation, eh bien, on est à l'exportation par des restitutions. Pourquoi restitution? Ce ne sont pas des primes à l'exportation. C'est parce que le coût du marché commun rend les produits plus chers dans l'Union européenne, et pour qu'ils s'équilibrent
sur le marché étranger, eh bien, on va donner de l'argent pour compenser ces charges supplémentaires qui se trouvent dans l'Union européenne, enfin, marché commun à l'époque. Voilà. Et puis, on va voir évoluer les choses. En 1992, donc j'avance très vite, à 70, en 1992, on crée, non pas pour les vins, mais pour les produits agroalimentaires, agricoles et agroalimentaires, les AOP, GP, appellation d'origine protégée, indication géographique protégée. Tout ceci montre que c'est le ministère de l'Agriculture qui est le maître d'œuvre. N'est-ce pas? Tout à l'heure, on en parlera. Voilà, les vins de qualité européens, qui s'appelaient VQPRD, vins de qualité produits dans une région déterminée, parce qu'on ne s'était pas mis d'accord en 1962, quand on a créé le marché commun, sur l'expression appellation d'origine, on s'était pas mis d'accord. Les Allemands ne voulaient pas d'appellation d'origine, les Luxembourgeois avaient une marque nationale, les Italiens et les Français avaient des appellations d'origine, les Italiens depuis peu de temps, et donc le mot appellation d'origine ne figurait pas dans la désignation de ces produits, mais comme l'agroalimentaire avait avancé, eh bien en 2008, on va basculer les vins dans le système européen IGP. Est-ce que c'est un avantage ou pas? Eh bien, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les vins perdent leur identification pour se noyer dans la politique agricole commune. Je peux vous donner des textes, mais pas attendre. Et alors, c'est quoi la politique agricole commune? Démantèlement des protections de la PAC, parce que nos obligations dans le cadre des accords de mondialisation nous interdisent de mettre des obstacles tarifaires ou non tarifaires aux échanges. Autrement dit, on va passer du marché commun européen à un marché commun mondial, où ça circule. Et il faut surtout que les produits puissent circuler librement et ne pas en rencontrer d'obstacles. Voilà. Alors la mondialisation, je viens d'en dire un mot, on a commencé avant, bien sûr, l'Organisation mondiale du commerce, l'arrangement de Madrid 1891, déjà on parle d'appellation d'origine, plutôt de tromperie fausse ou fallacieuse, et le vin a un régime spécifique qui permet d'éviter qu'il ne devienne un générique, c'est-à-dire qu'il devienne une désignation de type de produit. Bon, le traité de Versailles, j'en ai dit un mot, la Convention du 9 Paris sur les marques va dire que les appellations d'origine deviennent un élément de propriété industrielle, on dira aujourd'hui intellectuelle. Et puis, il y a un arrangement très intéressant, c'est l'arrangement de Lisbonne de 1958, dont on vous parlera tout à l'heure. Cet arrangement de Lisbonne met en place un système de protection. Malheureusement, à ce moment-là, peu de pays, 16 pays, 15 d'abord, puis 16 pays au total, ratifient cet accord. Par conséquent, il est avec des effets très limités, mais Florence Royal vous en parlera tout à l'heure mieux que moi, c'est elle qui est le grand chef qui organise, Papagani, voilà, qui organise cela en ce moment à l'Organisation mondiale du commerce. Alors, bon, l'OMC, 1994, 15 avril, il y a un accord très intéressant qui est l'accord qu'on appelle l'aspect des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, je ne dis pas pourquoi c'est compliqué, qui reconnaît la légitimité de la référence à l'origine dans le commerce. Ceci en échange avec les Américains qui n'en voulaient pas, contre l'introduction de l'agriculture dans l'OMC. Tournez vos regards vers la Bretagne. L'agriculture est entrée dans l'OMC, comme les services d'ailleurs. Avant, elle n'était pas dans l'organisation internationale. Voilà, donc ceci va faire que, d'un côté, les farmers américains seront satisfaits et les Européens vont obtenir, à travers l'accord NDPC, la protection de leurs indications géographiques et appellations d'origine. Bon, c'est un progrès, évidemment, parce que la reconnaissance de principe est importante, mais les négociations qui visent à la mise en application
de cet accord ADPIC traîne en longueur, échec, retard, les conférences diplomatiques se succèdent et ne font pas progresser les choses. Cependant, il y a effectivement quelque chose de très positif, c'est que dans cet accord ADPIC, il est possible de signer des accords bilatéraux. On peut exiger des partenaires, pour faire protéger la protection des indications géographiques en péninsule, d'entrer en négociation dans des accords bilatéraux. Et l'Europe va s'en donner à cœur joie, et de ce fait, on va avoir un développement très important d'accords bilatéraux, y compris avec les États-Unis. Bon, je pourrais répondre à des questions si vous voulez là-dessus, mais vous devez comprendre que l'Europe n'a pas baissé les bras et a fait progresser, grâce à ces accords bilatéraux, la protection des appellations d'origine. Merci de votre attention. Merci, M. Tinlot. Évidemment, votre intervention, je suis certain qu'elle peut susciter énormément de remarques, de questions. Eh bien, il faut les garder pour tout à l'heure. Parce que je vous propose la manière suivante de procéder. Les différents intervenants vont présenter leur communication et puis on fera une discussion générale. Donc, je vois que beaucoup d'entre vous sont très studieux, vous avez des papiers, de quoi écrire, vous notez vos questions et on les reprendra ensemble dans la discussion. Ce sera mieux pour tenir nos délais. Et vous savez qu'à la fin du délai, nous avons, à la fin de la journée, vers 19h, il faudrait pas dépasser 19h, nous aurons les récompenses gastronomiques, comme il se doit. Et donc, je passe la parole maintenant à Dorothée Boyer-Bayard, dont M. Bertinlot a déjà signalé les compétences et qui va nous parler de la protection de l'origine et des choix de sa mise en œuvre. Je vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, je tiens avant toute chose à remercier la chaire UNESCO et la Revue des œnologues, ainsi que tous les partenaires pour l'organisation de ce séminaire et aussi pour le fait de m'y avoir convié. Notez, amis, nous dit Rabelais au travers de Balbus, que j'affectionne particulièrement, que du vin, on devient divin. Et il n'y a d'argument plus sûr, ni art de divination moins fallacieux.